Mon mari m'a trompée avec notre babysitter. C'est la vérité crue, la gifle glaciale qui a brisé ma vie en 1000 morceaux, une trahison si abjecte qu'elle défie toute logique, toute dignité humaine. Comment a-t-il osé? Comment cet homme, le père de mes enfants, l'amour de ma vie censé être mon rocher, a-t-il pu se transformer en un monstre, un hypocrite, un lâche incapable de la moindre once de respect? Je n'arrive toujours pas à y croire. Et pourtant, la preuve est là, indéniable, brûlante. Cet enfant à peine sorti de l'adolescence, cette jeune fille à qui nous avions ouvert notre porte, notre foyer, notre confiance, elle a piétiné tout ce qui était sacré pour moi. Et il l'a laissé faire. Pire, il l'a encouragé. Est-ce que mon mariage n'était qu'une farce monumentale, une illusion savamment orchestrée par un manipulateur? La question me hante, me ronge l'âme, chaque instant. Je me souviens de la première fois que nous l'avons rencontré. Une gamine aux grands yeux, innocent, à peine 20 ans, à peine capable de tenir une conversation sans rougir. Nous l'avons choisie parce qu'elle semblait si douce, si inoffensive, si parfaite pour s'occuper de nos petits anges. C'était il y a un an et demi, et j'étais épuisée, à bout de nerfs, cherchant désespérément un peu de répit. J'avais confiance, une confiance aveugle, stupide, déraisonnable. Est-ce que je portais déjà des œillères? Étais-je si naïve au point de ne rien voir, de ne rien sentir? Mon instinct maternel, si aiguisé pour mes enfants, était-il éteint pour ma propre survie? Chaque fois que j'y pense, une vague de nausée me submerge, une envie irrépressible de hurler. Il la regardait différemment, c'est vrai. Mais je me disais que c'était normal. Il a toujours été charmé par la jeunesse, par la vitalité, par la joie de vivre. N'est-ce pas ce que l'on dit des hommes? Qu'ils sont sensibles à la beauté? Je me suis persuadée que c'était un regard paternel, bienveillant, un peu admiratif, rien de plus. Quel monstre j'ai épousé! Il n'y avait rien de paternel dans ses yeux lubriques, dans son sourire trop large quand elle était là, dans ses blagues trop lourdes qu'il lui chuchotait, pensant que je ne l'entendrais pas. Mais je l'entendais, et je sentais un malaise grandir en moi, une petite voix me soufflant que quelque chose clochait. Pourquoi n'ai-je pas écouté cette voix? Pourquoi ai-je préféré ignorer les signaux, les petits drapeaux rouges agités sous mon nez? Étais-je si désespérée de croire en notre amour, en notre famille parfaite, que j'ai fermé les yeux devant l'évidence? Les week-ends où elle venait, il était toujours d'une humeur exubérante. Il offrait de l'aider à porter son sac, lui préparait des cafés, lui posait des questions sur sa vie universitaire, avec un intérêt qu'il ne montrait plus pour la mienne depuis des années. C'était étrange, oui, mais je mettais ça sur le compte de sa gentillesse naturelle, de son côté grand frère, protecteur. N'est-ce pas la pire des ruses? Se cacher derrière un masque de bienveillance pour mieux poignarder dans le dos? Le pire, c'est qu'elle aussi jouait le jeu à merveille. Des petits rires gênés, des regards baissés, une fausse modestie qui masquait si bien la prédatrice qu'elle était. Ou était-elle seulement une victime consentante de mon mari? Qui des deux était le plus coupable dans cette mascarade infernale? J'ai vu des messages sur son téléphone, des noms d'amis qu'elle n'avait pas, des prénoms masculins que je ne reconnaissais pas. J'ai essayé de lui en parler, de lui dire que ça me mettait mal à l'aise qu'elle passe autant de temps à texter quand elle était censée veiller sur nos enfants. Elle a éclaté en sanglots, des larmes de crocodile.
jurant qu'elle n'avait rien à cacher, qu'elle était juste une jeune femme avec une vie sociale. Mon mari l'a défendue, bien sûr, avec une ferveur inattendue. Il m'a traitée de paranoïaque, de jalouse, de femme aigrie. La colère m'a submergée, mais j'ai fini par ravaler ma salive, par me sentir coupable de mes propres soupçons. N'est-ce pas là le summum de la manipulation? Retourner la situation contre la victime? Il m'a fait douter de ma propre santé mentale. Il m'a fait me sentir coupable de le soupçonner, alors que c'était lui le coupable, le traître, le serpent niché dans notre foyer. Il a construit une forteresse de mensonges autour de moi, une prison invisible de doute et de culpabilité, m'isolant de ma propre intuition. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment Zach le laisser faire? Mes amis m'avaient prévenu. Certaines de mes amies avaient remarqué le comportement étrange de mon mari, ses attentions excessives envers elle, ses regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Mais j'ai refusé de les écouter. J'ai défendu mon mari. J'ai crié à l'injustice, persuadée qu'elles se trompaient, qu'elles étaient jalouses de notre couple parfait. Quelle ironie cruelle. J'étais la risée, la dinde de la farce, sans même le savoir. Le pire, ce n'est pas seulement la trahison physique, c'est la trahison de l'âme, de la confiance, de tout ce que nous avions bâti. 10 ans de mariage, 2 enfants magnifiques, une maison que nous avions achetée ensemble, des rêves, des projets, tout cela réduit en cendres par un coup de tête, une pulsion primaire, une aventure sordide avec une fille qui aurait pu être notre fille. Comment puis-je jamais me remettre de cela? Comment regarder mes enfants dans les yeux et leur dire que leur père, leur héros, est un homme capable d'une telle bassesse? Le masque est tombé et la réalité a allé 1000 fois plus laide que mes pires cauchemars. Le voile est levé et ce que je vois est une image déformée, grotesque, monstrueuse. Cette femme, cette jeune femme, qu'elle brûle en enfer avec mon mari. Ils méritent tous les deux le feu éternel pour le mal qu'ils m'ont fait, pour les cicatrices qu'ils ont laissées sur mon cœur, sur mon âme, pour l'anéantissement total de ma confiance en l'humanité. N'est-ce pas la pire des condamnations, de vivre avec le poids d'une telle trahison? Pendant des mois, des indices subtils, des dérapages insignifiants ont émaillé leur liaison secrète. Mais j'étais trop engluée dans l'amour aveugle et la foi inébranlable en mon époux pour les percevoir comme des signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Chaque fois qu'elle venait garder les enfants, mon mari trouvait une excuse pour rester à la maison au lieu de sortir avec moi. « Je suis fatigué, ma chérie », disait-il avec une voix mielleuse. « Reste avec tes amis, amuse-toi. » Et moi, imbécile, je le laissais seul, persuadé qu'il avait besoin de se reposer, de décompresser après une semaine de travail éreintant. Quelle cruauté! Quelle manipulation diabolique! Il profitait de mon absence, de ma confiance, pour se vautrer dans sa débauche, pour transformer notre foyer en un motel clandestin. Un soir, alors que je rentrais plus tôt que prévu d'un dîner entre copines, j'ai trouvé la lumière allumée dans notre salon. J'ai pensé qu'il attendait mon retour, peut-être, ou qu'il avait oublié de l'éteindre avant d'aller dormir. Mais en m'approchant de la porte, j'ai entendu des rires. Pas des rires d'enfants, mais des rires adultes, complices, et une musique basse que je n'avais jamais entendue auparavant. Mon cœur a commencé à battre la chamade.
Une alarme sourde résonnant dans ma tête. Est-ce que mon instinct, enfin, se réveillait de son long sommeil? J'ai ouvert la porte avec une anxiété grandissante, l'estomac noué, une boule de glace se formant au creux de mon ventre. Et là le choc, la scène qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, celle qui a pulvérisé ma vie en un instant. Ils étaient assis côte à côte sur notre canapé, le canapé où nous regardions des films en famille, le canapé où mes enfants s'endormaient parfois. Elle, avec sa robe un peu trop courte, ses cheveux détachés et un verre de vin à la main. Lui, mon mari, avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des lustres, une main posée sur sa cuisse, l'autre tenant son propre verre. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre, leurs yeux brillants d'une complicité éhontée. Mes enfants, eux, dormaient à poings fermés à l'étage, inconscients du drame qui se jouait juste en dessous. Comment a-t-il pu être aussi insouciant, aussi méprisant de ma présence, de la sécurité de nos enfants? C'était un tableau de l'enfer, une scène d'opéra macabre, orchestrée par le diable en personne. Je n'ai pas pu prononcer un mot. J'étais figée, transpercée par cette vision, mon esprit refusant d'accepter ce que mes yeux voyaient. Le vin renversé sur la table basse, les 2 verres presque vides, l'atmosphère chargée d'une intimité que je connaissais si bien, mais qui ne m'était plus destinée. Ils ont levé la tête en même temps, leur visage s'éclairant de surprise, puis d'une culpabilité flagrante. La babysitter a laissé tomber son verre, qui s'est brisé en 1000 morceaux sur le sol, comme mon cœur en cet instant précis. Mon mari a pâli, son sourire s'est effacé, remplacé par une expression de terreur paniquée. Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd de toutes les vérités non dites, de tous les mensonges accumulés. N'était-ce pas le moment de vérité le plus brutal, le plus dévastateur qu'une femme puisse jamais connaître? Mes yeux se sont remplis de larmes, des larmes de rage, de douleur, de dégoût. Je n'ai pas hurlé, non. Ma voix était cassée, brisée par la trahison. J'ai pointé du doigt la babysitter, mon index tremblant de colère. « Sors de ma maison !» ai-je dit. Ma voix n'était qu'un souffle rauque. « Sors d'ici, tout de suite !» Elle a ramassé ses affaires en tremblant, évitant mon regard, son visage devenant écarlate. Mon mari a dû rester là, debout, immobile, un fantôme de l'homme que j'aimais. Il n'a pas essayé de la retenir. Il n'a pas essayé de me calmer. Il n'a rien fait. C'était l'aveu le plus terrible, le plus explicite. Il n'y avait plus de doute, plus de questions. La vérité m'avait explosé au visage, brutale et implacable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le pire restait à venir. Après qu'elle soit partie, mon mari a essayé de s'expliquer, de minimiser les faits, de plaider son innocence. Ce n'est pas ce que tu crois, ma chérie. A-t-il répété, la voix suppliante, les mains tendues vers moi. Ce n'était rien, juste un verre, une conversation. Un verre? Une conversation? Avait-il perdu la tête? Pensait-il que j'étais stupide, aveugle, idiote au point de croire à cette pitoyable mascarade? J'ai ri, un rire amer et strident, qui n'avait rien d'humain. Un verre? Ai-je dit, mon rire se transformant en un sanglot convulsif. Un verre? Dans notre salon alors que nos enfants dorment à l'étage? Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Il a commencé à pleurer, des larmes de crocodile, bien sûr. Il s'est jeté à mes pieds, suppliant mon pardon, jurant que c'était une erreur, un moment d'égarement, qu'il m'aimait,
qu'il aimait notre famille plus que tout. Quelle comédie! Quelle abjection! Ces mots sonnaient creux, dénués de toute sincérité, imprégnés de l'odeur du mensonge et de la trahison. Mes mains tremblaient, j'avais envie de le frapper, de le déchirer en morceaux, de lui faire ressentir un millième de la douleur qu'il m'infligeait. Mais j'étais trop choquée, trop vide pour agir. J'ai juste reculé, le dégoût me submergeant. N'est-ce pas le summum de l'hypocrisie, de supplier le pardon après avoir tout détruit? C'est là que la vérité, la vraie vérité, m'a frappé de plein fouet. Une vérité plus sombre, plus nauséabonde encore que ce que j'avais pu imaginer. Pendant qu'il gémissait à mes pieds, son téléphone, posé sur la table basse, a vibré un message d'elle. Un message qui a tout changé, qui a réduit en poussière les derniers lambeaux de ma dignité, de mon espoir. Il était si évident, si clair, si cru, qu'il n'y avait aucune interprétation possible. Il disait « J'espère que ta femme n'a rien vu, mon amour. Je te rejoins dès que tu l'auras fait partir. Je t'attends dans notre petit nid douillet. » Notre petit nid douillet. Le sang s'est glacé dans mes veines. Dans notre maison? Il s'agissait donc d'une liaison en bonne et due forme, une relation sordide et continue, pas juste un verre. L'enfer s'ouvrait sous mes pieds. C'était donc ça, leur petit secret, leur petite danse macabre derrière mon dos? Notre petit nid douillet, répétais-je, la voix étranglée, le souffle coupé, le message en main. Qu'est-ce que cela signifie? Mon mari s'est levé, son visage livide, l'horreur lisible dans ses yeux. Il a tenté de m'arracher le téléphone des mains, mais j'ai serré les doigts, mon cœur battant à tout rompre. Je l'ai lu encore et encore, chaque mot gravant une blessure plus profonde dans mon âme. Je te rejoins dès que tu l'auras fait partir. C'était donc ça son plan? Me renvoyer chez mes amis pour qu'ils puissent continuer ses ébats avec cette gamine. La bile me montait à la gorge. Une rage incontrôlable s'emparait de moi, menaçant de me faire éclater. Comment a-t-il pu être aussi cruel, aussi dénué d'humanité? N'est-ce pas la preuve ultime de sa lâcheté, de sa duplicité absolue? Et ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que le message précisait « Notre petit nid douillet ». Ce n'était pas seulement un lieu quelconque. La signification de ces mots m'a frappé comme la foudre. Notre petit nid douillet, c'était la petite cabane au fond du jardin, celle que nous avions construite ensemble, brique par brique, pour nos enfants. Un endroit magique où nous passions des heures à jouer, à rire, à inventer des histoires. C'était notre sanctuaire familial, notre refuge. Et il l'avait transformé en un repaire pour ses rendez-vous galants, un endroit souillé par l'adultère, par la trahison la plus ignoble. Il avait profané notre espace sacré, notre souvenir le plus précieux. Chaque morceau de bois, chaque clou, chaque dessin d'enfant collé au mur est devenu un symbole de sa débauche, de son mépris. Les larmes ont cessé de couler, remplacées par une froideur implacable, une détermination glaciale. J'ai levé les yeux vers lui, mes yeux secs mais remplis d'une haine que je ne connaissais pas, une haine viscérale, brûlante. Tu as souillé tout ce qui nous était cher, lui ai-je dit, ma voix calme, trop calme. Tu as détruit nos souvenirs, nos rêves. Tu as brisé notre famille. Il a balbutié des excuses. Il a tenté de me retenir par le bras. Mais je me suis dégagée avec force. Son toucher m'écœurait, m'horrifiait.
Il était devenu un étranger, un monstre. C'était comme si un voile était tombé de mes yeux, révélant la véritable nature de l'homme que j'avais épousé. Tous les petits mensonges, toutes les incohérences, tous les regards fuyants prenaient soudainement un sens effroyable. Mon monde s'était effondré, non pas en silence, mais dans un fracas assourdissant de verres brisés et de cœurs brisés. Le goût de la trahison est amer, si amer qu'il me monte encore aux lèvres. Mais le goût de la vengeance, lui, n'est-il pas le plus doux des breuvages? Cette question obsédante résonne en moi, une symphonie macabre dans mon âme meurtrie. Comment osait-il me regarder avec ses yeux larmoyants, ses yeux de lâche, après avoir planifié ces sordides rendez-vous dans le jardin de nos enfants, à quelques mètres de leur chambre? La pensée de ces jeunes corps enlacés, dans la cabane où mes petits s'inventaient des contes de fées, me rendait folle, une fureur volcanique grondant au plus profond de moi. Le dégoût se mêlait à la rage, une rage froide et calculatrice. J'ai quitté la maison cette nuit-là, la tête haute, malgré l'ouragan qui ravageait mon intérieur. Je n'ai pas pris mes affaires, je n'ai rien pris, sauf mon cœur en lambeaux et la certitude inébranlable que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai laissé derrière moi mon mari en larmes, ses lamentations pathétiques, résonnant dans le silence de notre foyer désert. Que pouvait-il faire maintenant? Pleurer toutes les larmes de son corps pour tenter d'effacer l'inconcevable? C'était trop tard, bien trop tard. Les fondations de notre amour étaient réduites en poussière, la confiance anéantie, notre histoire d'amour transformée en une blague cruelle. Et cette baby-sitter, cette vipère à peine sortie de sa mue, elle pensait avoir gagné? Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Personne ne me fait ça, et s'en sort impunément. Est-ce que la justice humaine est suffisante pour une telle ignominie? Le lendemain matin, le téléphone de mon mari a explosé de messages. Des messages de mes amis, de mes sœurs, de ma mère. Le scandale avait éclaté. J'avais pris soin d'envoyer la capture d'écran du message infâme à toutes les personnes qui comptent pour moi, avec un mot simple. Voici la vérité sur l'homme que j'ai épousé. Le buzz a été immédiat, viral, une traînée de poudre dans notre petite ville. Les commérages allaient de bon train, les regards de pitié, les murmures indignés. Mon mari était devenu un paria, un traître aux yeux de tous. Et cette baby-sitter? Elle n'était plus l'innocente étudiante, mais la briseuse de foyer, la jeune intrigante qui avait osé s'attaquer à une famille respectable. La honte, la véritable honte, s'abattait sur eux, lourde et implacable. N'est-ce pas le début d'une vengeance bien méritée? Mais la douleur était encore là, une douleur lancinante, profonde, qui me vrillait les entrailles. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. Leur rire complice, sa main sur sa cuisse et le message de la baby-sitter, gravé au fer rouge dans mon esprit. La colère me donnait la force de me lever le matin, la détermination de ne pas me laisser abattre. Pour mes enfants, il fallait que je sois forte. Mais au fond de moi, je savais que cette trahison ne s'effacerait jamais. Elle resterait là, une cicatrice indélébile, un rappel constant de la perfidie, humaine. Comment une mère peut-elle protéger ses enfants d'une telle horreur? N'est-ce que pas la mission la plus difficile, la plus éprouvante? J'ai commencé à fouiller. Non pas par curiosité, mais par une soif insatiable de vérité,
une soif de comprendre l'étendue de leur débauche. J'ai trouvé des reçus de dîner dans des restaurants luxueux, des petits cadeaux, des tickets de cinéma. Ce n'était pas qu'une liaison cachée à la maison, c'était une vie parallèle, une double vie qu'ils menaient en toute impunité, pendant que moi, je m'épuisais à maintenir notre foyer, à élever nos enfants. Ils n'avaient pas hésité à dépenser notre argent, l'argent durement gagné, l'argent destiné à l'éducation de nos enfants, pour satisfaire ses bas instincts, pour couvrir de cadeaux une gamine qui n'en valait pas la peine. La mesquinerie de la chose me rendait malade. Est-ce que l'argent était la seule chose qui comptait pour lui, au détriment de toute moralité? Et la babysitter, elle n'a pas tardé à disparaître de la circulation. Elle a fermé ses comptes sur les réseaux sociaux, a changé de numéro de téléphone. La honte l'avait rattrapée, ou peut-être avait-elle simplement peur de mes représailles. Mais ce n'était pas une fuite, c'était une capitulation. Elle avait perdu son travail, sa réputation était en lambeaux, son nom traînait dans la boue. Et ce n'était que le début. Je ne la lâcherai pas. Je ne les lâcherai pas. Mon mari, lui, a tenté de me contacter, encore et encore, des messages pathétiques, des appels incessants. Mais je n'ai jamais répondu. Chaque sonnerie de téléphone était une agression. Chaque message une insulte à ma dignité. Il méritait de souffrir, de sentir la solitude, le vide qu'il avait créé. N'est-ce pas la moindre des choses pour un tel bourreau? La bataille pour le divorce s'annonçait rude. Il allait essayer de minimiser, de nier, de me faire passer pour la folle. Mais j'avais les preuves, les messages, les reçus. J'avais les témoignages de mes amis, de ceux qui avaient vu. Et j'avais la rage, une rage froide et inébranlable, qui allait me guider. Il n'aurait pas un centime de plus que ce qui lui était dû. Et elle paierait pour son rôle dans la destruction de ma famille. Ils allaient regretter amèrement d'avoir croisé mon chemin, d'avoir piétiné ma vie avec une telle désinvolture. La vengeance est un plat qui se mange froid, et je suis une femme patiente. Ils ne s'en tireraient pas si facilement. La justice aurait son mot à dire. Mais ma justice, elle serait bien plus cruelle, bien plus personnelle. N'est-ce pas là le serment le plus solennel qu'une femme trahie puisse prononcer? Je ne suis plus la femme naïve et confiante qu'il a si cruellement trompée. Je suis devenue une lionne blessée, une mère furieuse, une guerrière qui ne reculera devant rien pour protéger ses enfants et pour venger l'honneur de sa famille. Cette histoire n'est pas terminée. Ce n'est que le début. Et le monde entier saura ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait. La vérité éclatera au grand jour, et personne ne pourra l'ignorer. La honte les poursuivra jusqu'à la fin de leur jour. Car la trahison, elle, ne s'oublie pas. Jamais. Et le prix à payer sera exorbitant. Une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser, même avec des milliers de vies.